que la paix soit sur toi. Bienvenue dans le podcast de la Madrasa des Papas, le podcast des hommes qui aborde la paternité avec science et spiritualité. On peut pas en fait tout donner au travail et ce qui reste en fait dans la famille et de la même manière on peut pas tout donner dans la famille et puis ne pas se consacrer suffisamment au travail. C'est une quête, un cheminement, un équilibre à chercher régulièrement et à essayer de maintenir. Pour suivre l'actualité du blog, tu peux t'abonner à la page Facebook de la Madrasa des Papas. Le lien est en description. Bonne écoute. Thomas, salam alaikum, que la paix soit sur toi. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Comment tu vas? Alhamdoulilah, barakallahu fik, merci beaucoup. Grâce à Dieu, tout va bien. Je te remercie d'être là et de m'inviter, me permettre, me donner l'honneur et l'opportunité en fait de partager cet instant avec toi. Merci beaucoup, Thomas. Moi, ça me fait plaisir d'avoir l'opportunité aussi d'aller chercher donc des personnes qui partagent nos expériences, qui font profiter tout le monde. Donc, à travers ce podcast, que Dieu nous facilite. Amin. Thomas, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs? Inch'Allah, bien sûr, avec plaisir. Hem, je m'appelle donc, Thomas Charpentier. Je suis, papa de 3 garçons, 2 grands garçons de 19 et 17 ans et un petit dernier de 5 ans, bientôt 5 ans, inch'Allah. J'ai un parcours, dans, le milieu socio-éducatif. J'ai une carrière de, presque 25 ans derrière moi, dans ce domaine-là. Donc moi, j'ai commencé en tant qu'animateur, dans mes jeunes années, à prendre mes premières responsabilités, à m'occuper des jeunes, des enfants et petit à petit prendre des responsabilités et m'occuper, être plus présent dans l'accompagnement de ces enfants, de ces jeunes et des familles et des parents. J'ai un grand parcours dans la fonction publique territoriale et je me suis, petit à petit, équipé, de, multiples compétences à travers différentes formations, dans, le domaine de, l'éducation, de la parentalité, de la gestion, des conflits, la gestion des émotions, et j'ai terminé ma carrière en tant que directeur pédagogique, donc à accompagner, former, soutenir les équipes qui elles-mêmes s'occupaient aussi, d'accompagner, de soutenir les jeunes, les enfants et leurs parents. Dans mon parcours, donc j'ai évoqué en fait la fin de cette carrière professionnelle puisque j'ai fait une demande de rupture conventionnelle pour me mettre à mon compte, pour monter mon entreprise. Et aujourd'hui, je suis dans ce domaine élargi de la communication. J'ai, multiples casquettes et notamment, celle de directeur artistique, de graphiste, de vidéaste, donc tout ce qui va toucher à la communication visuelle. Mais je me suis certifié, au coaching, donc j'ai suivi en fait une formation de plusieurs mois à l'Académie européenne de coaching, de Genève. Donc j'ai une certification de master coach professionnel. J'ai passé une certification de coach en neurosciences et mon background d'éducateur ou de pédagogue, je sais pas comment je pourrais, dire ça. J'aimais bien à l'époque dire, jardinier éducatif. Je vais semer des graines et essayer d'entretenir le terreau, dans lesquels je vais semer ces graines. Voilà, donc aujourd'hui, c'est une de mes deuxièmes casquettes, celle d'expert dans la communication, visuelle, mais aussi d'expert dans la communication relationnelle et notamment à travers mon parcours, à destination des familles, à destination, de l'éducation et avec cette petite particularité en fait sur le bien-être, en fait des enfants. Un parcours très intéressant. Merci Et beaucoup. tu as utilisé un terme que j'ai beaucoup apprécié, enfin une expression, tu te décrivais comme un jardinier éducatif, en semant des graines pour, euh, pour en récolter les fruits à travers je suppose, des familles vivant en harmonie. Enfin, je sais pas comment tu décrirais ça, ce terme de jardinier éducatif. Pour approfondir un petit peu cette image, cette métaphore,
Hem, mon expérience, et ce que j'ai pu, constater, ce que j'ai pu vivre aussi moi en tant qu'enfant, mais en tant que père aussi, m'ont permis d'appréhender, la vie sous un certain, regard, et de porter ce regard bienveillant, autour de de la croissance et de l'accompagnement, du tutorat. Donc pour reprendre l'image du jardinier, voilà, un jardinier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va préparer le terrain, il va, retourner la terre, il va essayer de l'enrichir. Parfois, ça va lui prendre du temps parce qu'il va devoir ruiner avant que la terre soit prête à recevoir les graines. Puis après, il va semer les graines et il peut se passer un certain temps avant que ces graines commencent à pousser. Certaines vont pousser, d'autres pas. Et malgré tous les efforts qu'il va pouvoir faire, bah, il ne maîtrise ni le soleil, ni la pluie, ni la destinée, on va dire, de ces plantes qui vont pousser. Est-ce qu'elles vont donner des fruits la première année, dans 10 ans? De quelle saveur vont être ces fruits? Est-ce qu'ils vont être comestibles ou pas? Tout ça sont des choses qui font partie ben, voilà, de ce qui est de l'ordre divin, de la prédestinée, du monde de l'invisible, et cetera. Et c'est en ça que je trouvais ma place de jardinier intérieur ou de jardinier éducatif, heu, notamment à travers aussi cette image de tuteur. C'est-à-dire que, prenons un plan quelconque de fruits, il va falloir l'accompagner tout au long de sa croissance parce qu'il va porter des fruits, parfois des fardeaux, qui vont pouvoir, lui peser dans sa croissance. Et pour ça, ben, la tige, le tuteur qui va être là et qui va l'accompagner et qui va lui permettre de prendre de la hauteur et de se révéler à son plein potentiel, bah, elle a toute son importance aussi, autant que, celle du jardinier qui a préparé le terrain. Donc c'est vraiment un avant, un pendant et l'après, on le laisse entre les mains de Dieu. C'est très intéressant ce que tu me décris ici et puis d'ailleurs tu m'as rappelé, des versets coraniques. Donc c'était alors je ne sais plus quelle sourate, je mettrai ça en commentaire. Donc les versets en arabe, ce serait Bismillahir Rahmanir Rahim. أرأيتم ما تحرثون أأنتم الزارعون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. Heu, Mmh. je vous mettrai ça en dessous de l'enregistrement audio, mais l'idée est que, heu, nous autres êtres humains, tout ce qu'on est capable de faire, c'est de faire des causes. Donc Thomas, tu parlais de justement d'entretenir une plante, de préparer le terrain, de l'arroser et puis, que sais-je encore par rapport au métier de jardinier. Mais concrètement, on ne maîtrise pas la météo, comme tu dis, on ne maîtrise pas la croissance de la plante et tout ce qu'on peut faire, c'est vraiment des causes. Et le tuteur aussi, donc ça fait partie de ces causes-là qui aident la plante à se développer. Très, très intéressant, hein, l'image, la métaphore. Barakallahu fik. Sur ce, ben, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Mmh. Donc tu as vécu une, expérience dans le socio-éducatif. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu comment ça s'est passé? Bien sûr. Donc, comme je l'expliquais brièvement, donc moi j'ai commencé en tant qu'animateur. J'ai commencé, j'étais voilà, dans ma jeunesse, à 17 ans, j'ai passé mon BAFA et petit à petit, j'ai commencé à m'équiper en fait de certaines techniques, relationnelles. Au début, je me positionnais plutôt comme, le grand frère, et puis petit à petit comme, le référent, heu et je me suis rendu compte au fur et à mesure et avec, alors j'ai accompagné en 25 ans, je ne saurais pas dire combien de centaines, d'enfants et de familles, peut-être même qu'on pourrait, approcher du millier. J'ai fait un constat en fait. Alors j'intervenais essentiellement dans les écoles, j'ai intervenu aussi sur les quartiers, sur le temps libre. Ça m'est arrivé d'intervenir aussi dans les familles et dans le milieu scolaire, dans les collèges aussi, donc de la petite enfance jusqu'au collège, jusqu'à la fin du collège, en fait, j'ai balayé un petit peu toute cette population et cette période, en fait, de l'enfance. Et ce qui a été très très intéressant et très impactant, pour moi, ça a été en fait, c'est comme si j'avais vécu petit à petit une espèce d'étude sociologique, qui me donnait une lecture, en fait, sur la famille, sur le modèle familial et sur comment est-ce que, la famille a évolué, s
alors, je préfère parler d'évolution plutôt que de dégradation, mais le constat, il est un petit peu amer aussi dans ce sens-là, dans le sens où l'impact sociétal, en fait, a créé des fractures au sein même des familles. Et, et de là, bah, j'en ai tiré en fait quelques pistes de réflexion, voilà, quelques observations. Et donc, bon, voilà, on va pouvoir échanger un petit peu plus par rapport à ça. Mais le milieu socio-éducatif, donc le milieu de l'animation, le milieu du social, le milieu de l'éducation, donc moi j'ai fréquenté beaucoup les professeurs des écoles, les éducateurs spécialisés, les assistantes sociales, tout le personnel des collectivités aussi qui s'occupait des enfants sur le temps libre, mais également, donc, comme je l'ai dit, sur le temps scolaire. Et, euh, et j'ai participé de nombreuses fois en tant qu'acteur, partenaire, collaborateur, parfois principal, sur ce qu'on appelait des veilles éducatives pour essayer de trouver des solutions justement à des familles en difficulté. Et un des constats que je partage avec toi aujourd'hui, ça va être tristement celui de l'impact de l'absence des papas dans la croissance et dans l'éducation des enfants. Euh, Finalement, en fait, c'est un peu comme si pour reprendre l'image du jardinier, c'est un peu comme si on avait des plantes qu'on avait laissées pousser comme ça, sans tuteur, sans repère, sans père et sans repère. Et, et ça, moi, j'ai quelques explications issues de mon expérience, de mes constats. Je dis pas que c'est une vérité, je l'explique juste à travers tout ce que j'ai pu observer, tout ce que j'ai pu vivre. Moi-même, étant enfant, j'ai eu un papa qui travaillait beaucoup. Je me souviens encore, hein, pourtant, j'ai pas vraiment de manque affectif. J'ai pas l'impression, en tout cas, d'avoir vécu une époque où le manque affectif pouvait être aussi impacté aujourd'hui. Mais je me réveillais le matin avant d'aller à l'école, mon papa était déjà au travail. Je me couchais le soir, mon papa n'était pas encore rentré. Et donc, pendant de longues périodes, j'ai eu ce sentiment en fait de ne pas vraiment voir mon père pendant ma croissance en fait. Et Alhamdoulilah, grâce à Dieu, ça a été compensé par une présence instructive de sa part sur d'autres moments qui m'ont enrichi, qui m'ont rempli, qui m'ont nourri. Et j'ai eu une éducation qui m'a permis aussi d'avoir certaines bases pour me construire. Mais voilà, le constat que je fais aujourd'hui, il est aussi lié à la modernité, il est aussi lié à la présence des écrans, notamment la présence des réseaux sociaux, et à une lecture aussi peut-être parfois dans plonger un peu plus, en tout cas fréquentant beaucoup plus les personnes de la Oumma, euh, confrontées en fait à une lecture peut-être trop, comment dire, trop traditionnelle ou trop littérale en fait de ce qu'est le rôle du berger, le rôle du papa en fait au sein de la famille. Intéressant. Je voudrais revenir sur ton père. C'était quoi Oui. son travail? Alors, mon papa était infographiste, il était publicitaire, dessinateur publicitaire dans les premières années. Donc lui, il a appris à dessiner à la main des dessins techniques, etc., pour créer des perspectives, etc. Donc il y avait un côté très créatif et très manuel dans son métier. Et puis il a appris petit à petit, puisqu'il est devenu infographiste, donc avec l'arrivée d'Internet, des ordinateurs, des logiciels de création, etc. Donc moi j'ai baigné là-dedans. C'est ce qui fait aussi aujourd'hui que je suis directeur artistique, graphiste euh, dans le métier que je fais actuellement. Donc il était là-dedans et il travaillait dans une boîte privée et il était salarié. Et pour ça, bah, il fallait montrer en fait tout l'engagement et la bonne volonté qu'un salarié devait avoir pour garder sa place. Le marché était pas encore saturé à l'époque, mais en tout cas, voilà, je pense qu'on faisait bien comprendre aux salariés que s'ils voulaient garder leur place, il fallait qu'ils travaillent longtemps et qu'il fallait pas qu'ils comptent forcément sur leurs heures supplémentaires. Aujourd'hui, on a un autre regard et un autre vécu et une tendance qui s'est un petit peu inversée. Ouais, je vois ça, ouais. Effectivement, donc
ce que tu décris là, c'est un petit peu inquiétant, hein, puisque moi aussi j'ai un petit peu vécu ça, mais moi personnellement, mon père, que Dieu lui fasse miséricorde, Mmh, il était médecin et ça lui prenait énormément de temps aussi et mmh, l'état avec lequel il rentrait à la maison ne lui permettait pas de passer, du temps de qualité avec sa famille. Il était là, il mmh, rentrait et puis il essayait d'aider, donc ma mère, dans les tâches, dans certaines tâches, notamment à la cuisine, mais il mmh, n'était pas en état de s'amuser avec ses enfants, de se poser et puis de lire je sais pas, un hadith, un récit du prophète ou même un petit peu expliquer un petit peu le Coran. Tu vois, ce genre de petites choses qui peut même pendant 10 minutes ou un quart d'heure, bien sûr. renforcent les liens et puis, te font apprécier en tant que père, je pense. Mmh, Et 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 puis ce que tu décris par rapport à ton père aussi, c'est que voilà, c'est une course, au meilleur employé et moi ça me fait d'une certaine manière, ça me fait bouillir le sang parce que c'est toujours au détriment de la famille. C'est du temps passé avec la famille. ouais, tout à fait et on est D'accord. dans ce dans cette vie, en fait, dans cette, voilà, on pourrait citer, nombreux hadiths ou nombreux versets, cette, bien malgré nous, en fait, cette course à la richesse dans laquelle on se trouve, dans laquelle on est embarqué, parce qu'on veut, on veut bien présenter, parce qu'on veut, voilà, en tant que père et responsable de famille, on veut, apporter le meilleur, pour les nôtres. C'est en ça que je disais tout à l'heure, j'évoquais la lecture parfois un peu, biaisée, traditionnelle, en fait, du rôle de papa qui a pour mission, en fait, d'assumer matériellement le confort en fait de sa famille, mais souvent avec cette tendance et comme tu le dis très bien, comme tu l'as vécu avec ton papa médecin et comme on retrouve beaucoup de papas, peu importe le travail dans lequel ils sont, en fait, quand on passe 10 heures par jour au travail, comment est-ce qu'on peut prétendre à être disponible pour se rabaisser, entre guillemets, même si ça n'a pas de côté péjoratif, mais s'allonger par terre pour jouer au Lego, pour jouer à des jeux de construction, ou ne serait-ce, comme tu dis, de lire même une histoire aussi futile soit-elle, mais aussi du Coran, des hadiths, etc. Euh, il faut être disponible en fait pour ça. Et, et je pense et je suis persuadé, et pour l'avoir vécu aussi, et pour moi en avoir fait une, un objectif de vie en tant que père, ce sont des priorités qu'on se fixe. Comme je l'ai dit, moi j'ai travaillé dans la fonction publique, j'ai pas eu un salaire extraordinaire. Alors souvent l'image du fonctionnaire de la fonction publique, c'est il fait pas grand-chose de ses journées, etc. Moi j'ai été face publique presque 10. Je faisais des grosses semaines, ce qui me permettait de récupérer du temps libre, notamment les mercredis quand mes enfants étaient disponibles aussi, notamment une partie des vacances scolaires. Alors, j'étais pas au même régime que les professeurs qui, eux, avaient tous les mercredis, toutes les vacances scolaires, etc. Mais je m'en rapprochais au maximum. Et alhamdoulilah, en fait, c'était mon petit salaire ne me permettait pas forcément de partir en vacances. À chaque vacances scolaires, on sait que c'est les moments qui sont les plus chers, etc. Par contre, ça me permettait de passer du temps de qualité avec mes enfants et c'est un choix de vie que j'ai fait. Prendre le temps, c'est pas trouver, en fait, trouver le temps, on peut toujours le trouver, mais le prendre, c'est une question de priorité aussi. Prendre le temps d'apprendre à mes enfants à faire leur lacet tout seul, à dessiner voilà, un paysage, à fabriquer une cabane ou comment est-ce qu'on fabrique une corde? Est-ce que tout ça, ce sont des questions en fait qui viennent, qui qu'on se pose pas au quotidien, mais quand on va se plonger dans un temps de co de co-construction en fait de l'identité de nos enfants, bah, ce sont des choses qui peuvent enrichir énormément. On transmet en fait des process, on transmet un état d'esprit, on transmet une réflexion à travers toutes ces actions qu'on va faire. Souvent, j'ai pu voir des papas qui bricolaient ou qui avaient de leur métier en fait, voilà, Du des manuel. aspects très, très techniques, très manuels,
mais ils n'ont pas forcément transmis dès le plus jeune âge en fait à leurs enfants. La question souvent, c'est on se dit mais il est trop petit pour apprendre. Il est trop petit, non, il va pas comprendre, c'est trop dangereux. Ou j'ai pas le temps ou j'ai pas la patience de lui expliquer parce qu'il va me poser plein de questions et en fait faut voilà, il faut que ça avance, faut que etc etc. Mais malgré ça, je pense vraiment que on a tous un rôle à jouer dans ce sens-là, dans la transmission, en fait. Et il y a une chose que je partage là et que je retiens, c'est, on le sait, la nature a horreur du vide. Ça, on l'a tous entendu. Le vide, il est créé par l'absence du papa parce qu'il va travailler beaucoup, parce qu'il va pas prendre le temps, ou parce que peut-être tout simplement, en fait, il n'a pas les mots, il n'a pas la, la- la facilité en fait relationnelle et émotionnelle de passer ce temps-là avec les enfants à partir du moment où ils sont petits, euh, bah, le vide il va être rempli d'une manière ou d'une autre. Et qu'est-ce qui va remplir le vide plus rapidement que la présence humaine? Bah, ça va être les écrans, ça va être les réseaux sociaux, ça va être tout ce qu'on, toute cette ouverture en fait. Une petite anecdote, petite parenthèse, un des plus grands fabricants de voilà, comment ça s'appelle, ordinateur, Internet, etc. Tout ça, c'est Windows. Windows, c'est la fenêtre. La Ouais, fenêtre sur quoi, en fait? On va, nous, normalement, on ouvre la fenêtre pour aller respirer, pour voir l'horizon, pour aller se libérer, s'échapper. Et en fait, ben, voilà, la modernité nous a fait plonger aussi de plus en plus dans les écrans d'une manière normalisée, banalisée. Euh, et, et ça, c'est un gros problème aussi. C'est un autre sujet, la présence des smartphones, la présence des écrans au sein de la famille, c'est un autre sujet, mais c'est un sujet qui est tout aussi important et quand il est lié à une absence. Et d'ailleurs, je voulais préciser, si je peux me permettre, en fait, quand on parle de l'absence du papa, c'est pas forcément une absence physique parce qu'il n'a pas été là tout au long de la journée. C'est aussi l'absence émotionnelle ou l'absence psychologique. Euh, c'est le repas, par exemple, c'est un moment important d'échange sur ce qui s'est passé dans la journée, c'est un moment important de partage, et c'est un vrai temps où l'éducation prend toute son ampleur. Et ça, c'est important de le noter aussi. L'absence, elle n'est pas que physique, parce que je n'ai pas été là pendant 10 heures de la journée, que je ne t'ai pas vu grandir, évoluer, etc. C'est aussi dans les moments où le corps est présent, mais l'esprit est ailleurs. je vois. Ouais, il y a de la baraka dans le fait de manger tous ensemble à table. Et c'est un conseil qu'on en avait prodigué. C'était ma grand-mère qui m'avait dit ça. Vraiment, manger ensemble. Manger ensemble. Il y a de la baraka dans le fait de manger ensemble. Euh, Thomas, je vais retourner dans notre sujet, donc de ton expérience dans le social. Tout à l'heure, tu disais que tu as constaté des fractures au sein des familles. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Oui, bien sûr. Euh, Concernant ce constat, en fait, il y a alors il y a différents points en fait à prendre en considération. Encore une fois, c'est issu voilà, de mon expérience, des constats. Je dis pas que c'est une vérité absolue ou quoi que ce soit, mais ce que j'ai pu voir. Alors, la cause, une des causes premières en société, comme on l'évoquait, l'évolution de la structure familiale, donc de plus en plus de familles monoparentales, de plus en plus de divorces. Donc les fractures, elles sont à ce niveau-là aussi. La pression économique, comme on l'a expliqué à travers voilà, le temps qu'on passe au travail, etc. Le fait de s'oublier aussi, d'oublier que l'équilibre entre le pro et le perso, et là c'est un peu le coach qui parle, il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas le négliger, cet équilibre. C'est, on ne peut pas en fait tout donner au travail et ce qui reste en fait dans la famille. Et de la même manière, on ne peut pas tout donner dans la famille et puis ne pas se consacrer suffisamment au travail. C'est un équilibre, c'est une quête, un cheminement, un équilibre à chercher régulièrement et à essayer de maintenir. Il y a une autre cause, d'après moi, qui va faire, qui va être de l'ordre culturel.
le rôle traditionnel du père, comme on le sait. Alors, je citerai Jean-Pierre Gaillard, qui faisait une conférence il y a quelques années sur, euh, alors si je retrouve le nom, en fait, comment s'appelait sa conférence? Nos ados, c'est mutant. Nos ados, virgule, c'est mutant, trois petits points. Euh, où il expliquait, en fait, je ne vais pas citer tout l'essence de la conférence, mais il y a une chose qui m'a marqué là-dedans, c'est qu'on est passé euh, d'un mode, alors au XXe siècle, d'un mode d'éducation patriarcal, où c'est le père qui avait sa place à table, qui choisissait où s'asseyaient les enfants, etc., qui donnait un peu qui était le chef d'orchestre en fait de la famille. Donc c'était un mode, donc il dit un mode d'éducation patriarcal. On est passé de ce mode d'éducation à un mode de négociation matriarcale. Tout ça, c'est lié aux causes sociétales, etc. Mais on se retrouve aussi de plus en plus dans euh, un positionnement pas forcément dans l'éducation, ou alors quand il va se positionner, ça va être d'une manière plutôt brutale et réactive, et une maman qui va céder parce que son cœur est plus tendre, parce que il y a l'instinct maternel qui est là aussi, et elle va plus facilement en fait rentrer dans la négociation au niveau de l'éducation. D'accord, mais si, mais ça, etc. Et, et la fracture, en fait, elle se symbolise à ce niveau-là, c'est-à-dire que c'est comme si tu avais à la base cette terre qui était fertile avec voilà une herbe bien verte, etc. Et petit à petit, ça s'assèche et il y a une fissure entre les deux, et cette fissure, elle va prendre de plus en plus d'ouverture, et le gouffre entre les deux va s'agrandir de plus en plus, parce que ben, moins on a de moins on a de cadre, plus c'est difficile aussi de construire des relations qui sont saines. Et j'appuie sur une chose, le cadre. Pour moi, d'ailleurs, c'était une des choses que je transmettais en fait à mes équipes et aux parents que j'ai pu accompagner. L'éducation, elle doit être ferme et bienveillante. Et cette notion de fermeté bienveillante, elle fait toute la différence avec la sévérité. Voilà, le côté ferme, en fait, il fait toute la différence. Il faut bien le distinguer de ce qui est la sévérité et ce qui est la dureté. C'est un peu comme on pourrait différencier l'autorité de l'autoritarisme. Et parfois, c'est un petit peu dans ça qu'on tombe, nous les papas, avec la grosse voix qu'on peut avoir, avec notre prestance, etc., d'être dur, d'être sévère, mais d'oublier en fait la bienveillance qu'il y a derrière. Et ça, dans la fermeté, accompagnée de la bienveillance, bah, il y a beaucoup de bienfaits, beaucoup de choses qui se passent derrière. Et après, bien sûr, tout ce qui va toucher à l'émotion, à l'affection, euh, à l'image du prophète Adam qui n'hésitait pas à se mettre au niveau des enfants qu'il rencontrait pour les saluer, des petits gestes tendres avec une main dans les cheveux, avec des choses comme ça, même parfois dans les mots. Subhanallah, dans les marques d'affection en fait qu'on a aux enfants, c'est dans le cadre intime, c'est quelque chose qui se fait, et ça, je ne suis personne pour pouvoir le remettre en cause ou en question. Mais même dans le cadre, alors sans dire de s'afficher ou quoi que ce soit, je vois très peu de papas qui peuvent être tendres et affectueux avec leurs enfants. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le sont pas, mais cette démonstration, en fait, elle contribue aussi au bien-être et au bon développement et à la bonne croissance, en fait, des enfants. Après, il y a une troisième cause que je voulais évoquer. Alors oui, pour finir sur la cause culturelle, euh, c'est vrai que traditionnellement, le rôle du papa, et que ça soit en France, en Europe, dans l'Occident, mais aussi les pays arabes, etc., le père, il est perçu comme un fournisseur matériel, en fait. C'est lui qui va chercher l'argent, il travaille pour ça, et il met bien sa famille avec voilà, un bel appartement, une belle maison pour les vacances, une belle voiture, un frigo plein tout le temps, etc., etc. Mais ça, tout ça, ça reste matériel. Ça vient pas nourrir ni le spirituel, ni l'émotionnel. Et la troisième cause que je voulais aborder, c'est la cause psychologique. Euh, donc les difficultés bah, comme je l'ai mentionné un petit peu, que certains hommes, certains papas ont à s'engager pleinement dans leur rôle paternel. Souvent, d'ailleurs, ça peut être lié aussi à leurs propres blessures d'enfance.
Si je n'ai pas eu de modèle et d'exemple qui m'a montré comment être tendre avec ses enfants, si mon père n'a pas été tendre avec moi, sur quoi je me base en fait pour pouvoir être tendre avec mes enfants. Alors, parfois, on vient compenser et on vient donner beaucoup d'affection, beaucoup de temps, beaucoup de tendresse parce qu'on ne l'a pas eu. Mais parfois, on n'a pas les clés, on n'a pas les outils, on n'a pas les mots et les savoir-faire et les savoir-être pour pouvoir le transmettre. Voilà un petit peu, si tu veux, euh, pour donner une lecture de cette fracture que j'ai constatée. C'est très intéressant, hein, Thomas, merci beaucoup. Je voudrais revenir sur quelque chose que tu as mentionné, que tu as parlé du fait que les enfants aujourd'hui, ils négocient beaucoup avec la mère, du fait que le père soit absent. Et tu vas aussi mentionner cette bienveillance ferme que, que si j'ai bien compris, que l'homme fournit, c'est bien ça? Oui, D'accord, très bien. effectivement, Et l'homme doit s'attacher à fournir. d'accord. Euh, Vu que tu as décrit la mère comme étant cette personne qui a beaucoup d'affectifs, qui se plierait aux négociations avec les enfants, donc en fait, c'est un élément d'un, j'ai envie de dire d'un duo, d'un tout, comment dire? C'est un élément d'un couple qui fait que le couple lui-même n'est plus capable d'éduquer correctement, ou du moins qui a une éducation qui souffre d'une carence, qui souffre d'un manque, parce que vu que la mère elle est plus dans l'affectif et que le père, lui, il a cette capacité à être bienveillant tout en restant ferme, Mhm. ben, c'est un petit peu lui qui va encourager la mère à se retenir, dans le sens se retenir, qu'elle ne cède pas aux caprices des enfants, Ouais, tout en restant dans la bienveillance, tout en restant dans l'éducation et et heu et c'est ça, oui, c'est ça. Est-ce que c'est j'ai ça. plus ou moins bien Oui, oui, tout à expliqué? fait. Est-ce que tu peux rapporter quelque chose de plus? Tout à fait. Bah, alors, pour imager, c'est un petit peu comme si on était tombés l'un et l'autre, le père et la mère, dans des extrêmes. C'est-à-dire que la mère a glissé vers beaucoup plus de négociations sur lesquelles elle va céder, et le père va pas toujours être ferme et bienveillant, mais plutôt être dur, parce qu'en fait, il va être dans la réactivité. Euh, je pourrais prendre un exemple. C'est pas le cas, c'est pas un cas unique que j'ai vu. Et j'en ai vu peut-être des dizaines, voire plus. Et c'est pour ça que je me permets de faire un petit peu euh, ce qui finalement n'est pas vraiment une caricature, mais comment est-ce que on va pouvoir en fait comment est-ce qu'on va contribuer au fait que nos enfants vont glisser un petit peu et s'éloigner de l'éducation qu'on voudrait leur transmettre. Et je fais cette petite image-là. Euh, la maman s'occupe de tout. Elle est là pour mission de gérer son foyer de la meilleure des manières, de faire en sorte qu'il soit agréable, propre, accueillant, sain, etc. Elle a en charge aussi l'éducation des enfants. C'est elle qui va s'occuper des devoirs des enfants, qui va s'occuper du suivi avec l'institution, l'école, etc. Les inscriptions sur les activités, etc., etc. C'est souvent, voilà, la maman qui va prendre en charge tout ça. Sauf qu'il y a un moment, en fait, la maman, elle peut pas toujours tout faire toute seule. Et du coup, elle va se sentir dépassée. La charge mentale, elle va arriver. Et on pourrait rajouter le fait que ben voilà, parce que les mamans vont aussi, parce que la vie fait que ben on court aussi après euh, plus de confort matériel, etc. Donc beaucoup de mamans vont se mettre à travailler pour arrondir les fins de mois, pour se mettre un peu mieux en fait chaque mois, etc. Et donc la charge mentale va augmenter. Et qu'est-ce qui se passe quand la charge mentale augmente? Ben, on n'est plus disponible autant pour les enfants qui vont nous solliciter. C'est un peu cette image, je pense qu'on l'a tous vécu. Euh, En tout cas, tous ceux qui s'en souviennent s'ils ont été enfants ou tous ceux qui ont des enfants. Moi, je vois encore aujourd'hui, quand je prends mon téléphone et mon fils est dans les parages et j'ai un coup de téléphone, bah, c'est à ce moment-là, en fait, où il va me sursolliciter, il va me parler, il va vouloir jouer avec moi, etc. Alors que le moment d'avant où j'étais disponible, bah, il le faisait pas. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a une espèce de sensation d'aspiration, de manque, en fait. Là, tu n'es plus consacré à moi, tu n'es plus focalisé sur moi, et donc je viens te solliciter euh,
par les mots que j'ai et par l'attitude que je vais avoir. Donc les mamans, qu'est-ce qu'elles vont faire à ce moment-là? Ben, elles vont petit à petit lâcher avec les enfants et les autoriser à alors ça peut être aller jouer un peu plus à la console ou alors aller jouer au parc en bas. Mais tu restes en bas, hein, en bas de la fenêtre, je veux te voir, j'ai un œil sur toi pendant que je suis en train de faire tout ça avec mes 15 bras dans tous les sens pour que voilà pour assumer mon rôle totalement. Et machallah, les mamans, on sait à quel point en fait elles font beaucoup pour leur foyer. Euh, le problème avec ça, c'est qu'avec le temps, les enfants vont prendre de plus en plus de distance, vont prendre de plus en plus de liberté, et surtout, ils vont être impactés par l'influence extérieure. Les premiers gros mots qu'ils vont entendre, les premières petites bagarres, etc. Enfin bon, on pourrait, voilà, on pourrait prendre une photo d'un parc pour enfants où aucun parent ne serait présent. On imagine facilement qu'il y aurait des conflits assez réguliers. Petit à petit, le problème, c'est que ces petites déviances, en fait, elles vont prendre de plus en plus de place jusqu'au jour où il y a un retour, encore une fois, institutionnel, ou alors c'est un voisin qui va taper à la porte en disant «Ah, ton fils, il a fait ça, nan, nan, etc.» Et qui est là à ce moment-là? Bah, c'est encore la maman, parce que le papa travaille beaucoup. Encore une fois, je précise, c'est pas une vérité absolue, c'est une espèce un espèce de portrait de ce que j'ai pu constater en fait au fur et à mesure de mon expérience. Qu'est-ce qui se passe les premiers instants comme ça? La maman, qui est en symbiose, en cohésion avec le papa, va en faire part au papa en disant, voilà, il a fait ça, il a dit ça, on s'est plaint de lui à l'école, etc., etc. Et le papa, par manque parfois de savoir-faire, et comme je le disais tout à l'heure, parfois avec de la maladresse, etc., il va exercer son autorité d'une manière sévère et dure, parfois brutale, ce qui va augmenter aussi la fracture qu'il y a dans la relation avec les enfants. Ça a un impact qui est très fort, c'est la culpabilité que ça procure chez la maman, qui se dit, ouh là là, j'ai parlé de la bêtise de mon enfant à, à mon mari, à son... Et la réaction a été brutale. Mon instinct maternel ne veut pas que mon enfant souffre. Et donc, la maman devient d'une certaine manière l'alibi des déviances, si je peux le dire comme ça, de leurs enfants. Et ça crée une fracture encore plus au sein de la famille, c'est-à-dire que ben, par culpabilité, la maman ne va pas tout raconter au papa quand il rentre parce qu'elle bah, elle veut pas le charger mentalement non plus d'une charge qui lui serait insupportable parce que ben voilà, on a quand même une image à montrer de nous, qu'est-ce qu'on va dire de nous, de notre éducation, etc., etc. Et petit à petit, le dialogue se perd. Alors si on rajoute en plus là-dessus, ben, comme je disais, les téléphones portables, les réseaux sociaux, la mauvaise influence ou l'influence tout court en fait à l'extérieur, ça ne fait qu'augmenter en fait cette fracture. Voilà pour cette image. Est-ce que ça répond un peu à ta question? Effectivement, oui. Et puis, je voudrais revenir sur un point que tu as mentionné. Ce point étant la réaction brutale du mari, enfin brutale, on va dire violente, on va dire. À ton avis, est-ce que on pourrait expliquer ça par le fait qu'il soit fatigué par ses journées de travail, le fait qu'il veuille rentrer à la maison et ne pas trop se prendre la tête? Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui en serait les causes en fait de ces réactions violentes? Bah, effectivement, tu l'as dit, hein, la fatigue, euh, la charge mentale. Il y a beaucoup de facteurs, en fait, on pourrait analyser, il y a beaucoup de facteurs, je pense, qui pourraient rentrer en considération. Il y a aussi parfois le vécu. Euh, Aujourd'hui, on n'a plus le droit on n'a plus le droit, et d'une certaine manière, je veux dire, alhamdoulilah, en fait, heureusement, mettre une fessée à un enfant, en fait, c'est un acte qui est répréhensible. À mon époque, moi je suis de 1980, à mon époque, on se posait pas toutes ces questions-là. Une claque, c'était pas de la maltraitance, une fessée, c'était pas de la maltraitance, c'était une correction. C'était certes un geste violent, certes un geste qui aurait pu être maîtrisé d'une manière différente, mais on est aussi là-dedans, c'est-à-dire que moi, alhamdoulilah, j'ai pas souvenir d'avoir eu des claques ou des fessées quand j'étais petit. Mais si
je me projette très bien en me disant si j'avais eu en fait un papa qui réagissait d'une manière, je vais dire brutale plus que violente, parce que derrière la violence, il y a souvent une intention de blesser, alors que la brutalité, c'est souvent, pour moi, quelque chose qui est de l'ordre de la maladresse et du manque de maîtrise de soi. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'on a du mal à se maîtriser, à maîtriser notre colère, par exemple? Déjà, on va être blessé, en fait, dans notre ego. Il y a aussi ça qui est à prendre en compte. C'est-à-dire que moi, en tant que père, je fais tout pour vous mettre bien, et à travers mon absence pour vous mettre bien, bah, je vois que, vous ne prenez pas le bon chemin dans l'éducation que je veux vous apporter. En fait, il y a un petit peu de tout ça. On peut pas accabler, les papas, de se dire: «Vous êtes, pas assez présents, vous travaillez trop», et cetera, parce que leur intention à la base, elle est bonne. Mais il faut quand même souligner le fait que, à travers cette absence-là, le risque, il est celui-ci. Le risque, il est que, le dialogue et la communication, la relation avec les enfants, soit de plus en plus distant, jusqu'au point, en fait, il va être presque inexistant. Et d'ailleurs, souvent: «Ouais, mais il est petit, je sais pas trop quoi lui dire, je sais pas trop quoi faire avec lui, je sais pas trop», parce que, ben, un enfant petit, c'est fragile, voilà, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et puis petit à petit, mais les premières à peu près, voilà, assez rapidement, même les plus anodines possibles. Et ce qui se passe, c'est qu'après, bah, les papas veulent recoller quand l'enfant est un homme. En tout cas, quand il commence à le devenir, les hormones travaillent, le premier duvet de la moustache est là, et ça y est, tu as 14 ans, mon fils, tu es un homme, je vais t'apprendre la vie. Oui, mais tu étais où les 6, 7, 8 dernières années, en fait, dans mon éducation? Et c'est un peu ça aussi qui va créer, souvent parfois des ruptures, dans la communication, au sein des familles. Donc cette brutalité, elle peut s'expliquer aussi de cette manière-là. C'est-à-dire, il y a l'ego qui en prend un coup parce que, bah, c'est pas ce que je voulais faire de toi. Il y a la charge mentale à cause du travail. Il y a aussi, le vécu. Comment est-ce qu'on a été, quel enfant on a été. Il y a des enfants qui ont été, «maltraités» entre guillemets quand ils étaient petits, et qui ont une éducation positive. Ce qu'on appelle l'éducation positive, c'est-à-dire, entre guillemets, pas de restriction. Je veux pas que mon fils vive le même enfer que moi j'ai vécu quand j'étais plus petit. Et donc je vais lui laisser faire sa propre expérience, et cetera. Ça a du bon, mais, et moi je mets des gros guillemets en fait sur ça, il faut un contexte qui le permette, un environnement qui le permette. Si chez moi j'ai, une grande maison avec une pièce entière qui est dédiée en fait, qui est une salle de jeu, où mon enfant peut faire ce qu'il veut dans cette salle de jeu, sans que ça me stresse ou ça me pose des problèmes, bah, peut-être que je peux me permettre en fait cette éducation positive. Par contre, si je vis dans un appartement où on est un peu, voilà, nous, chez moi, on est 5, parfois 6 à vivre dans, 80 m². Bon, on se marche pas dessus, on a chacun nos espaces, et cetera. Mais s'il y a une salle, une pièce chez moi qui était dédiée et à la créativité débordante de mon petit dernier, bah, il y a moyen que je me sente envahi aussi par tout ça, par ce bazar, «Ah, tu as dessiné sur le mur, c'est pas possible», et cetera, et cetera. Certains dans l'éducation, positive, en fait, veulent justement ne pas donner de limites, et ne pas, priver ou contraindre, en fait, la créativité et la liberté des enfants. Mais parfois, ça fait aussi de ces enfants-là des enfants qui deviennent un peu des enfants rois, c'est-à-dire qui ont le droit de tout faire. Sauf que dans le monde dans lequel on vit, et quand ils vont grandir petit à petit dans le monde du travail, et cetera, bah, ce sont des enfants qui tombent un petit peu de haut parce qu'ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent, comme ça l'a été à la maison. Ouais, effectivement. Effectivement, c'est très intéressant ce que tu nous racontes. Heu, je retourne vers ton expérience dans le social. Donc tu as constaté les phénomènes que tu as observés. Aujourd'hui, comment tu penses qu'on pourrait y remédier? Donc ces fractures que tu as constatées, c'est l'absence du père, comment tu penses qu'on peut y remédier?
Il y a plusieurs pistes et je pense il faut garder une vision optimiste là-dessus. Parce qu'on pourrait vite être tenté de se dire, mais ça fait tellement longtemps que c'est comme ça et qu'est-ce que tu veux que moi j'y fasse à mon niveau? Et je citerai la légende du colibri que Pierre Rabhi a mis en lettres dans un de ses ouvrages. Donc c'est une vieille légende amérindienne qui explique grosso modo que la forêt amazonienne est en train de prendre feu. Il y a un incendie énorme qui est en train de se passer. La forêt amazonienne, on dit que c'est le poumon de la planète. Et en fait, tous les animaux terrestres, euh, comme on dit, aériens, etc., voilà, les oiseaux, les panthères, etc., tout ça, tous partent. Ils ont peur pour leur vie, ils ont peur pour leur personne. Et le colibri, lui, vient avec une goutte d'eau dans son tout petit bec et il vient se positionner au-dessus, en direction du centre de l'incendie. Et en chemin, il rencontre plusieurs animaux qui se moquent de lui et qui lui disent: «Mais qu'est-ce que tu fais? Tu vas te brûler les ailes, ça sert à rien. De toute façon, tu n'y arriveras jamais, et cetera. C'est pas toi tout seul qui va réussir à faire ça, et cetera». En gros, ils essaient de le décourager. Et lui, il ne les répond pas, il continue d'aller vers son objectif en pensant très fort au fond de son cœur: «Au moins, j'aurais fait ma part». Et et je pense qu'il y a une vision qui est très humaniste et très positive, très optimiste, en fait, dans cette légende, hein. Dans cette légende, un enseignement qu'on peut en tirer, c'est c'est une question peut-être même qu'on peut se poser, c'est comment je veux ne pas m'endormir chaque jour en n'ayant pas fait, l'effort d'avoir dans ma cellule, familiale, dans mon voisinage et ainsi de suite et cetera. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais appuyer un petit peu la vision optimiste. Même une petite goutte d'eau, en fait, elle contribuera et même si elle éteint pas l'incendie, ben, au moins je peux m'endormir le cœur tranquille, le cœur léger parce que j'aurais fait ce qu'il faut et rien n'est perdu. Voilà, on s'en remet à Dieu dans chacune des situations et il faut s'en remettre à Dieu aussi dans ce cas-là, dans ces difficultés-là. Après sur une vision, plus réaliste, effectivement, il y a des voilà, on a des défis, qui sont là, qui sont bien ancrés, mais peut-être qu'on a des outils modernes, et d'ailleurs, voilà, le podcast que tu offres, ou le blog et il y a certains sites, certains groupes de parole, certains livres, des formations aussi qui facilitent, cette prise de conscience et ce changement, à travers, les accompagnements, à travers le coaching, à travers, voilà, tous ces échanges et ces partages, en fait, ben, petit à petit, on contribue à faire changer, cette dimension. Je je fais un petit partage, de vécu, récent, où j'ai constaté quand même je suis parti au Maroc il y a quelques jours et j'ai été tellement agréablement surpris, en fait, de voir, le nombre de papas qui s'occupaient de leurs tout petits, au restaurant, qui c'est eux qui leur donnaient à manger, ils les avaient sur les genoux. Il y avait une espèce de complicité, au bord de l'eau et cetera. Enfin, machallah, c'était beau à voir, en fait et donc c'est comme si il y avait cette période, dont on a parlé et petit à petit, bah, il y a des gens comme toi et moi et d'autres, qui prennent conscience aussi de l'importance de leur rôle, de l'importance, d'éduquer les enfants dès leur jeune âge, de pouvoir être dans ce rôle de metteur, de tuteur, de jardinier, sur, voilà, le rôle qu'on a à travers la famille et et je pense qu'il ne faut pas négliger aussi l'équilibre émotionnel. On veut faire de nos enfants des hommes, des durs, voilà, ma fille soit une femme, mon fils soit un homme et cetera et et on a tendance à délaisser, à mettre de côté un petit peu l'équilibre émotionnel et Dieu seul sait à quel point on est malmené émotionnellement dans la vie de tous les jours. Quand on voit le nombre de burn-out qu'il y a au travail, quand on voit, le nombre de personnes qui sont en détresse, les dépressions, les divorces, les suicides et cetera. On est dans une période où la charge émotionnelle est lourde et chacun, on peut contribuer en fait à rééquilibrer ça et notamment à travers l'éducation qu'on va apporter dans nos familles. Après, je pense qu'il y a ça pour moi, c'est plutôt de l'ordre du rêve, mais un rêve devient un objectif quand il devient, alors ça tout le monde le connaît, l'effet, SMART,
Donc, le- le- l'objectif, en fait, qui se veut spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini, et je rajouterai un E pour dire écologique, en parlant d'écologie personnelle. Euh, ce rêve, ça serait de. Alors, il existe hein, des initiatives comme ça, énormément. Alors, moi, je l'ai jamais, je l'ai pensé plus que mis en place, mais c'est de pouvoir en fait créer une sorte d'école ou de formation de parents, une formation pour les papas, une formation pour les mamans, mais pas au moment où ils sont parents. Peut-être même au moment avant le fait de l'étape de se mettre en couple. Comment est-ce que quand on va songer à se marier, on pense pas forcément en fait à se dire quel père je veux être et quelle mère je veux que mon épouse soit. Quel type d'éducation je veux donner à mes enfants. Et parce qu'on se dit, ouais, mais c'est trop tôt, on est trop jeune, c'est pas encore le moment, on verra plus tard, Dieu nous a pas encore permis d'avoir des enfants, etc. Et on repousse un petit peu toujours ça, mais pour moi, c'est une des questions cruciales qui permet de, de se synchroniser aussi à ça. Et il y a un terme que j'ai pas employé, je voulais l'employer tout à l'heure et il me revient là maintenant, quand on parlait de la fracture dans la famille, c'est le fait d'avoir toujours en tête en fait cette notion de cohérence éducative. Le père doit être un soutien pour le mari, doit être un soutien pour sa femme, et la femme doit être un soutien pour son mari. C'est valable dans le quotidien, mais aussi et surtout dans l'éducation. C'est-à-dire que quand la maman va dire euh, non, ben, le papa, faut qu'il aille dans ce sens-là, même s'il n'est pas d'accord. Sur le moment, il faut que l'enfant il sente qu'il y ait un bloc, il y ait des piliers solides en fait qui soient là. La maman va dire non, ne monte pas sur le canapé. Si le papa il dit ouais, c'est bon, laisse-le, il s'amuse, ben la maman est décrédibilisée et le papa aussi. Alors s'il va dans son sens en disant t'as entendu ce que ta maman a dit, ne monte pas sur le canapé, je te demande de descendre, avec fermeté et avec bienveillance. On peut donner du sens aussi en expliquant pourquoi, parce que ça m'inquiète, parce que j'ai peur que tu tombes, etc., etc. Ben, ça va créer en fait un bloc solide dans le cadre qui est donné dans l'éducation. Et ce qui n'empêche après au couple, au papa, par exemple, de revenir vers son épouse plus tard, le soir, quand les enfants sont couchés, en disant, tu sais, je t'ai pas, voilà, moi, ça me gêne un peu qu'il soit, qu'on l'empêche, en fait, de sauter sur le canapé ou quoi que ce soit. Euh, à ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui va se passer? L'épouse, la maman, elle ne pourra que remercier, en fait, son mari d'être allé dans son sens. Et inversement. Si le papa va être un peu dur, ben, à ce moment-là, faut pas que la maman plisse des yeux en se disant non, mais sois pas trop dur avec lui, non, mais laisse-le, c'est pas grave, il a. Ok, t'as entendu ce que ton papa a dit? Je suis d'accord avec lui. Tu n'as pas à réagir comme ça, tu n'as pas à parler comme ça, avec fermeté. Cette cohérence éducative, en fait, elle apporte tellement euh, à la construction de l'enfant. Tu sais, je reprends encore cette image du jardinier. Le tuteur, on le plante à côté du plant qui est en train de pousser, mais on ne fait pas juste le planter. On l'attache fermement avec du fil de fer, avec la ficelle. Ben, c'est ça qui va permettre au tronc de se renforcer, aux branches de pousser et de supporter en fait les fruits. Encore cette image du tuteur qui soutient l'arbre, donc pour le coup du père qui soutient son enfant et qui l'aide dans sa croissance. Et très intéressant le fait de justement rapprocher le tronc et de l'attacher au fil du fer, comme tu dis. Ça, ça donne cette idée que effectivement, il suffit pas d'avoir juste un tuteur, mais il faut qu'il soit suffisamment proche pour une bonne croissance de la plante. C'est très Mmh. intéressant. Thomas, je te remercie beaucoup pour cette. Nous arrivons à la fin. Est-ce que tu aurais des recommandations pour nos auditeurs? Des recommandations lecture, des vidéos peut-être Alors, moi, je me suis inspiré de beaucoup de choses et j'invite tout le monde et chacun à se renseigner sur ces différents sujets. Voilà, la présence des parents dans l'éducation, la cohérence éducative, ces termes que j'ai employés, la fermeté bienveillante. J'ai pas d'ouvrage particulier en fait à partager avec les auditeurs, mais ces termes-là, en fait, ils doivent vous marquer.
et peut-être éveiller aussi de la curiosité chez vous. C'est quoi ça, la fermeté bienveillante? Il y a des ouvrages qui ont été faits là-dessus. C'est quoi en fait la cohérence éducative? On pourrait parler de l'intelligence, je pourrais aussi évoquer l'intelligence émotionnelle, la communication positive, la communication non violente. On entend souvent parler de la CNV non violente. Bah, c'est une mécanique et une méthode qui permet en fait de constater, d'exprimer en fait son ressenti et d'exprimer ses besoins et d'en faire une demande d'une manière très positive, ce qui évite parfois de tomber dans le jugement et dans la dureté et de rester dans la bienveillance. Après, euh, moi je sais que j'ai été marqué alors parfois par certains articles en fait sur certains sites. Il y a des sites qui font voilà, le Kants par exemple, Sajidine, qui permettent parfois de tomber sur des petites pépites comme ça, des partages en fait qui sont intéressants. Après, moi personnellement, j'ai quelques conférences et vidéos en tête, notamment de feu Rachid Haddash, euh, qui fait des conférences énormément sur le thème de la famille, sur les relations parentales, sur le rôle crucial du père dans l'éducation des enfants, mais aussi Tariq Ramadan sur l'éthique islamique et la famille, Hassani Hussein, qui a d'ailleurs qui avait une conférence très pertinente en fait sur le rôle du père notamment, et l'absence du père dans l'éducation de l'enfant. Voilà, tous les uns les autres pouvant faire sujet de divergence, on accroche ou pas. Voilà, je partage ce que moi, ce qui m'a inspiré aussi, et voilà, je pense que prendre le bien chez les uns, chez les autres comme ça, c'est quelque chose de très fort. Et puis surtout, voilà, l'exemplarité du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, ce n'est pas que le prophète, ce n'est pas que le messager de Dieu, c'est aussi un exemple parfait, en fait, un exemple d'équilibre entre autorité, amour, éducation. Euh, voilà, son comportement avec ses enfants, avec ses filles, avec ses petits-enfants. C'est une référence qui vaut toutes les autres. Et là-dedans, peut-être que cas, moi, ça c'est quelque chose qui m'a apporté énormément, c'est me plonger dans la sira et d'essayer d'approfondir mes connaissances aussi là-dedans. Le Et nectar cacheté, alhamdoulilah, c'est ça? notamment, oui, oui, notamment, mais aussi, je pense à un livre, un livre de Sofiane Méziani, le prophète raconté aux jeunes, je crois, ou la sira du prophète raconté aux jeunes, qui est très accessible. C'est un petit livre facile à lire et qui nous permet de nous plonger dans l'histoire parce que bah ouais, on sait tous, on court après le temps, on va pas forcément fréquenter trop régulièrement la mosquée, les assises spirituelles. On va pas forcément prendre des cours ou alors on va juste survoler certaines choses. On connaît vite fait les grandes lignes de l'histoire, mais approfondir pour aller chercher un petit peu ben, le rôle éducatif du père dans notre religion, l'importance de la transmission, et notamment la transmission spirituelle, mais aussi la transmission par l'exemplarité, par la modélisation dans les savoir-faire, dans les savoir-être, etc. Et puis après, voilà, ne pas hésiter aussi à s'appuyer sur des ateliers, sur des groupes de parole, sur voilà, des supports comme tu les offres et comme tu les proposes, machallah, que Dieu t'en récompense. Et voilà. Voilà ce que je recommanderais. Et puis surtout, d'essayer de s'écouter soi-même, en fait. Qu'est-ce qui résonne en nous profondément, dans notre cœur, quand on est face à une situation qu'on a du mal à gérer parfois. Une simple respiration et un simple sourire va permettre de dédramatiser en fait ce qui s'est passé. Là, j'ai voulu reprendre mon fils à ce moment-là. Bah, je vais pas me laisser déborder par la colère. Je vais pas me laisser déborder par un geste que je regretterais ou quoi que ce soit. Je respire et puis je vais le regarder dans les yeux, je vais lui sourire. Ben, rien que ça, en fait, on sait, hein, le sourire, c'est une aumône.
Et, et je pense qu'il ne faut pas être avare aussi dans ça. Donc là-dessus, j'appuie sur le fait que le, l'amour, l'affectif, l'émotion doit être mise en avant aussi. Et ça n'est pas un synonyme de fragilité ou de fébrilité ou de faiblesse. Et la vulnérabilité, notamment quand elle est émotionnelle, non plus. Au contraire, c'est une force qui nous rend encore plus authentiques et plus humains aussi dans le regard que nos enfants peuvent avoir de nous. Merci beaucoup, Thomas. Merci pour ces conseils précieux. Pour conclure, comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Alors, je suis bah, déjà, merci beaucoup à toi, merci pour cette invitation. Barakallahu fik pour tes questions très pertinentes et pour l'intérêt que tu portes aussi à cette cause. Et pour répondre à ta question, alors moi je suis assez présent sur les réseaux sociaux, mais beaucoup plus dans euh, le, la mission principale qui est la mienne, qui est autour de la communication visuelle. Donc j'ai une page LinkedIn qui est très active. Euh, donc si vous, alors mon entreprise s'appelle Les Trois Co, donc avec un 3 et CO, Co comme conseil et coaching. Donc les trois co, ça c'est www.les3co.com, ça c'est le site, c'est mon site internet sur lequel il y a quelques-unes de mes offres, de mes réalisations, des accompagnements que j'ai pu faire. Donc on peut me trouver sur LinkedIn aussi, donc Thomas Charpentier, direction artistique, vous le trouvez assez facilement. Moi j'habite à Annecy, en Haute-Savoie. Je suis aussi présent sur Facebook, pareil, avec les trois co, Thomas Charpentier. Et dans toute la partie coaching et formation, j'ai monté un projet, un concept que j'ai appelé l'Oasis de reconnexion. Et j'invite les familles, j'invite les particuliers, parfois même des professionnels en fait, à venir se reconnecter à l'essentiel, à venir s'abreuver dans cette oasis de reconnexion dans laquelle je les accompagne justement à travers mon expérience, à travers des conseils, à travers des, des recommandations d'accompagnement sur mesure, personnalisées selon les difficultés qu'ils vont pouvoir rencontrer. Donc, je pense qu'en cherchant l'oasis de reconnexion sur Facebook ou sur Instagram, euh, vous pouvez aussi tomber potentiellement sur ma page. Voilà un petit peu. Et après, voilà, j'ai d'autres canaux de contact, notamment à travers WhatsApp, à travers tout ça. Mais vous trouvez toutes les informations sur mon site avec les liens vers les différents réseaux. Merci beaucoup, Thomas. Ce fut un plaisir de t'accueillir. Je te souhaite une bonne réussite pour ton projet. Merci à toi. Vraiment, je suis très touché et très content de cet échange qu'on a eu. Et j'espère aussi que ces quelques échanges et ces quelques paroles pourront servir au plus grand nombre. Euh, que Dieu me pardonne pour les écarts que j'ai pu faire et pour parfois peut-être le manque de clarté dans ce que j'ai pu exprimer. Et que Dieu vous récompense tous aussi des efforts que vous allez faire dans ce sens. Merci beaucoup, Thomas. Merci beaucoup. Je te dis salam alaikum, que la paix soit sur toi. Amin wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci à toi. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter 5 étoiles sur les plateformes de podcast, à le partager avec une personne et de laisser un commentaire dans l'article qui lui est dédié dans le blog. Merci pour ton écoute et que la paix soit sur toi.